Sunderlight Productions. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un expert. Vous allez voir de quel sujet on va parler, un Romain Malbreil. Salut Romain. Salut, enchanté. Je suis ravi de te rencontrer pour la première fois. Première fois qu'on se croise, on a déjà papoté avant d'ouvrir les micros. Ça va être un épisode passionnant puisqu'on va parler de e-cycling. On va faire un focus bien évidemment sur la plateforme Star Zwift, mais peut-être aussi la plateforme en devenir. On en parlait, la plateforme Whoosh, c'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça, c'est bien voilà. ça. Donc peut-être que ça ne vous parle pas, mais si vous avez suivi le cyclisme ces dernières semaines ou même cette année, en fait, c'est la marque qui est sur le cuissard de l'équipe UAE, Whoosh. Moi, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Et en fait, maintenant, j'ai compris, puisque Romain m'a tout de suite dit que c'était la plateforme en devenir de e-cycling. Donc, on va parler e-cycling, on va parler Zwift, on va parler Whoosh. Whoosh, on va parler e-cycling de manière générale, puisque Romain joue un rôle important dans le dispositif en France. Le e-cycling aujourd'hui, c'est depuis Covid, ça a explosé, ça rassemble une communauté mondiale de cyclistes et d'athlètes, rendant aujourd'hui l'entraînement à domicile plus engageant. On passe beaucoup plus facilement aujourd'hui 1h, 1h30 qu'avant, 30 minutes, où on voit beaucoup moins le temps passer. C'est très très motivant. Donc nous allons explorer les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients s'il y en a pour les cyclistes de tout niveau. Ça aussi c'est quelque chose qui est très très important, des différentes plateformes. Donc voilà, je vous encourage à rester avec nous tout au long de l'épisode pour tout savoir sur le e-cycling. Alors Romain, ce que je te propose pour débuter, c'est est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc moi c'est Romain Malbreil, je suis actuellement responsable de l'expérience client et satisfaction client chez Nolio. Je pratique le cyclisme depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 5 ans ou 4 ans, quand j'étais en pré-licencié dans les toutes premières catégories. Je suis resté dans un club très longtemps, dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Et j'ai fait une bonne dizaine d'années en élite nationale 1, jusqu'à l'année dernière où j'ai arrêté ma petite carrière, on va dire. Et désormais, je me consacre beaucoup à l'événementiel, l'organisation. J'accompagne en gros le club Hexagone en tant que bénévole. Alors, tu accompagnes le club Hexagone en tant que bénévole dans tout ce qui est... Aujourd'hui, si tu es là, c'est qu'on t'a présenté comme le référent aujourd'hui national de toutes les fonctionnalités, de toutes les astuces, notamment sur Zwift, mais plus généralement du e-cycling. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu accompagnes également la Fédération française, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Je suis entre guillemets chargé de développement e-cycling en France et notamment je travaille beaucoup avec la DTN à la Fédé, et je développe le e-cycling, j'organise la Coupe de France, le Championnat de France et je donne des conseils et j'accompagne les membres de l'équipe de France qui participent au Championnat du monde. Ça, on va en parler. Il y a aussi... On va parler des Jeux Olympiques. Moi, j'en avais discuté avec Raphaël Taïeb, qui m'avait orienté vers toi, justement, qui a un rôle très, très impactant. C'est Hexagone, puisqu'il a repris le club et aujourd'hui, il l'a structuré. Mais il y a un projet également qui arrive à moyen, long terme, voire très long terme. Et c'est vrai qu'on l'avait évoqué. Moi, je crois beaucoup au fait que dans quelques années, il y ait des Jeux Olympiques, des Olympiades exclusivement consacrées au e-sport. Peut-être que ça arrivera, on verra. Mais j'en suis convaincu. Tellement, ça prend une proportion incroyable, tellement c'est accessible, tellement c'est facile. Donc on pourra en parler, mais aujourd'hui, comment tu présenterais aujourd'hui le e-cycling aux gens qui nous écoutent? Alors, le e-cycling, c'est tout simplement en fait un vélo qui est fixé à un home trainer, qu'il soit smart trainer ou les anciens avec le rouleau. Je sais pas si vous voyez, mais c'est les anciens rouleaux qui tournaient, C'est ça, avec un élastique. Ouais, 3 rouleaux, un élastique. Ouais, en gros, avec ces entraîneurs-là, ça marche si on a un capteur de puissance sur son vélo. Mais en fait, l'e-cycling, c'est quelqu'un qui est dans son garage, dans sa chambre, chez lui, où il veut. Il monte sur son vélo, il connecte son home trainer et son vélo à son ordinateur. Et avec des connexions Bluetooth ou NT+, des connexions classiques aujourd'hui. Et une fois qu'il est sur son vélo, il pédale et puis il lance soit Zwift, soit MyWhoosh, soit X plateforme. Et voilà, il peut démarrer son aventure d'e-cycling comme ça. Alors c'est MyWhoosh, effectivement. J'ai présenté comme e-Whoosh. Excusez-moi, je suis sur le site actuellement, c'est MyWhoosh. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, si vous n'avez pas encore entendu parler, vous allez probablement en entendre parler dans l'avenir, puisque c'est quand même le partenaire officiel des championnats du monde qui ont eu lieu il y a quelques semaines, tu me le disais. Ouais. Et c'est organisé non plus sur Zwift, mais sur MyWhoosh. Donc voilà,
ça va probablement, et je vois les images actuellement qui déroulent sur mon écran, ça a l'air d'être très bien fait quand même, ça a l'air d'être très très bien fait. Donc, alors, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, parce qu'on parlait des rouleaux, moi je sais que j'ai déjà fait des épisodes avec des champions des années 80-90 qui utilisaient déjà les rouleaux pour s'entraîner, donc les rouleaux étaient déjà, l'entraînement en intérieur on va dire, était déjà quelque chose, notamment par Cyril Guimard, préconisé pour les personnes qui l'encadraient, où ils avaient déjà des sessions de rouleaux à faire en intérieur pour préparer leurs objectifs. On était bien loin des capteurs de puissance, bien loin du e-cycling. Qu'est-ce qui a fait selon toi, alors est-ce que le Covid a été un effet booster, mais qu'est-ce qui fait selon toi que c'est intégré aujourd'hui dans les pratiques d'entraînement, même pour les professionnels, et que c'est aujourd'hui une partie intégrante d'un programme d'entraînement? Je pense déjà qu'à l'époque, faire du home trainer et du rouleau, c'était quelque chose de très monotone et ennuyeux. Je te confirme. Ouais, j'imagine. Je suis de la génération où j'ai connu un peu le home trainer non connecté, donc je sais que j'en ai fait et j'étais pas du tout adepte à ça. Il fallait rester concentré, parce que si tu perds un peu l'équilibre, tu volais. C'était vraiment pas hyper motivant, et puis je pense qu'il y a du coup dans le monde beaucoup de personnes qui ont eu le même constat que nous, et notamment Eric Min, le fondateur de Zwift, qui du coup a réfléchi à créer cette plateforme, et en fait il a pensé à connecter le home trainer, du coup qui génère les watts comme un capteur, et ça a permis en fait de faire avancer son avatar dans le jeu, et c'est devenu en fait un jeu connecté, beaucoup plus amusant, beaucoup plus motivant, etc. On peut toujours synchroniser les entraînements qui sont générés par son coach directement sur la plateforme, donc ça permet d'avoir les intervalles affichés, de suivre un entraînement très spécifique et très détaillé. C'est hyper intéressant, ça passe plus vite, il y a tout un côté social, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les sportifs, tous les cyclistes de haut niveau ont utilisé Zwift ou une plateforme autre pour s'entraîner, parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi, je pense, quand il fait pas beau, quand il fait nuit le soir, c'est parfois difficile de s'entraîner. Donc on gagne beaucoup plus de temps à monter sur son home trainer et à pratiquer cette activité-là, quoi. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus de coupure. On a déjà parlé plusieurs fois dans les différentes capsules que j'anime sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Et notamment avec le Poutre, notre coach référent. C'est vrai qu'avant, il y avait une coupure. C'est-à-dire que moi, je me souviens, peut-être toi aussi, mais arrivé à octobre, on allait faire quelques gentlemen, on appelait ça des chronos par équipe de 2. On se faisait plaisir avec un pote parce qu'on aimait le matériel et se faire mal et d'avoir le sang dans la gorge pendant 20 minutes. Et puis après, on arrivait sur une fin de saison, novembre-décembre, où il ne se passait pas grand-chose, sauf si tu faisais un petit peu de cyclocross, mais sinon il ne se passait pas grand-chose. Et puis on remettait en route le 1er ou le 2 janvier, et puis avec un stage en février, puis c'était reparti. Ça, c'est fini cette époque-là, puisque l'intégration des plateformes d'entraînement comme ça de e-cycling fait que tu peux avoir une forme physique tout au long de l'année. Mais Eric Min, aujourd'hui, donc c'est le créateur de la plateforme, est-ce que quand il a eu cette idée, toi qui es un référent à Zwift, tu étais avec Zwift avant que ça explose au niveau en 2020 avec le Covid, mais est-ce que moi, si j'étais en face de moi, je lui poserais cette question, tu vois, est-ce qu'il est cycliste? Comment il a eu l'idée? Est-ce qu'il se souvient de l'instant, tu vois, de l'instant où il s'est dit, mais attends, si je crée ça, ça va faire ci, ça va faire ça? Ça serait génial de savoir. Alors, si tu n'as pas la réponse, Romain, on peut demander aux auditeurs et auditrices, s'ils ont cette information. Moi, je trouve ça génial de nous la partager. Pourquoi il a créé Zwift, en fait? Et est-ce que Zwift est la première plateforme de e-cycling à avoir été créée, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont été créées, mais c'est lui qui a vraiment révolutionné la manière de s'entraîner? Alors, je sais que Eric Min était cycliste amateur jeune. Enfin, il y a des photos. Enfin, même lui il communique sur ça. Et il participe toujours lui-même à des compétitions amateurs aux États-Unis. Je crois même qu'il roule beaucoup. Il vient souvent en France, notamment à l'étape du Tour, etc. Il a fait énormément d'événements. Après, je sais pas comment il a eu cette idée-là, mais je pense qu'il a un peu eu la même idée que tout le monde. C'est juste que il est passé à l'acte et il a certainement rencontré les bonnes personnes pour créer la plateforme. Le fameux passage à l'acte. T'as raison, ce que tu dis, c'est ça. Mais je pense que voilà, il a permis à beaucoup de gens comme nous qui avons la même idée que lui, de pouvoir s'entraîner plus facilement chez soi, quoi. La plateforme a été créée en 2014, il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 10 ans, et quand on voit la manière dont ça a révolutionné la manière de s'entraîner, c'est juste incroyable. Mais bon, voilà, si un jour j'ai l'occasion de l'avoir en face de moi, je lui demanderai justement cette petite étincelle. Bon, dans ce que je peux voir, c'est vrai que c'est la rencontre avec un autre passionné, comme tu l'as dit, où l'idée est née. Mais quand ils ont créé, s'ils avaient imaginé l'impact que ça pouvait avoir sur notre manière de faire du vélo aujourd'hui, je pense qu'ils étaient loin d'avoir cette idée-là. Donc aujourd'hui, si on pouvait, Romain, citer comme ça quelques avantages
du e-cycling, quelle que soit la plateforme. Après, on pourra rentrer dans la plateforme parce que tu maîtrises les deux, que ce soit Zwift ou MyWhoosh. Mais aujourd'hui, les avantages, on a déjà cité quelques-uns. Aujourd'hui, j'ai une séance d'entraînement à faire de 2 heures, j'en sais rien. Quelle va être la différence entre mon entraînement sur une plateforme de e-cycling et mon entraînement 2 heures? Là, aujourd'hui, on enregistre dans les alentours de Lyon. Quelle va être la différence selon toi? Bah, moi, en fait, j'ai démarré Zwift parce que j'étais étudiant en alternance, donc j'avais une activité professionnelle, je travaillais 35 heures, on va dire, classique. Et en fait, à côté, j'avais mon activité sportive qui me prenait beaucoup de temps et j'avais du coup du mal à me libérer les journées pour m'entraîner les 3-4 heures de vélo. Enfin, c'était parfois compliqué. Et en fait, j'ai trouvé cette alternative-là et ça me permettait de rentrer le soir. Et le premier vrai avantage de Zwift, c'est qu'on a un gain de temps énorme et aujourd'hui, tout va très vite, la vie est très rapide. Donc en fait, on optimise énormément son temps. On n'a pas besoin, entre guillemets, de mettre un cuissard long, une veste thermique, regarder la météo, enfin tout ça. On peut juste on met un cuissard court et une ceinture cardiaque et on monte sur son vélo et ça part, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi le côté entraînement. Moi, j'ai beaucoup résidé dans des grandes villes. J'étais à Toulouse, puis maintenant je suis à Lyon et c'est parfois pas évident quand on habite dans des grandes villes, c'est qu'on a parfois une demi-heure, 20 minutes de vélo juste pour sortir de la ville. En fait, on perd ce temps-là aussi. Alors que quand on monte sur l'home trainer, on choisit son monde, sa map, son entraînement ou pas, sa course, son rendez-vous avec ses potes. Et puis en moins de 10 minutes, on est connecté et ça part. Et puis il n'y a aucune interruption. Si on fait des exercices, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de problème avec les voitures. On sait aujourd'hui que le partage de la route est parfois compliqué en étant cycliste. Donc voilà, on n'a plus du tout de contraintes et ça va beaucoup plus vite, quoi. Et ça, on optimise en fait son temps. Non, mais je pense que tu as cité plein d'exemples, hein. Le gain de temps, alors c'est vrai que tu optimises ton temps parce que c'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de regarder la météo si ton setup il est installé. Franchement, en 5 minutes, tu es sur ton vélo. Ouais. Voilà. Ensuite, tu as cité l'efficacité. Enfin, c'est très efficient, c'est-à-dire que c'est un constat personnel, mais en tant que spécialiste, peut-être que tu vas confirmer, c'est qu'aujourd'hui, tu fais 1h30 sur Zwift, ça équivaut à 2h30 peut-être en extérieur parce que tu es toujours en mouvement. Tu es toujours en train d'emmener des watts, alors qu'en extérieur, hormis le fait que ça soit accidentogène, tu as un feu rouge, tu as un stop, tu as une descente qui fait que tu vas produire un peu moins de watts parce que c'est en descente. Tu as l'effet de groupe aussi parfois, et c'est vrai que c'est très 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 efficace. Ouais, pour rebondir sur ça, dans mes années où j'étais en élite en N1, je faisais beaucoup de Zwift du coup dans les dernières années en 2021-22 et j'avais passé un cap en fait parce que je faisais beaucoup de séances de 2 heures, 2 heures et demie à I2, I3 sur Zwift et en fait je faisais vraiment 2 heures, 2 heures et demie à I2, I3+. Et alors que à l'extérieur c'est quasiment impossible de faire, on peut mais il faut soit rallonger les distances, trouver des endroits où on est... Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quoi. Et je sais que j'avais passé un vrai cap... physiquement, quoi, j'avais augmenté mes zones, on va dire. Intéressant. Non, mais ça, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant, pardon. Toutes les personnes qui nous écoutent vont forcément faire la similitude avec eux, leurs propres sensations. Moi, je me souviens, au petit niveau où je suis, je me souviens qu'après Covid, beaucoup des personnes de mon entourage m'avaient dit, en fait, j'ai découvert ce qu'étaient les watts, à quoi correspond une zone, tu vois, une FTP, parce qu'avant Covid, beaucoup ne savaient même pas ce qu'était, tu leur disais, tant de kilowatts, ou une FTP, les gens ne savaient pas. Là, aujourd'hui, les gens font vraiment le lien entre la FTP, combien je développe de watts par kilo, pardon. Et ça parle beaucoup plus. Et nombreuses personnes étaient sorties du Covid plus en forme qu'ils étaient rentrés dans le Covid. Parce que justement, tous les jours ou tous les 2 jours, ils avaient fait un entraînement connecté. C'était d'ailleurs très difficile de se trouver un home trainer connecté à l'époque. Et je te confirme. Alors là, je parle à des personnes qui... on va faire un reset, on va dire... Moi, je découvre le e-cycling, que ce soit MyWhoosh ou Zwift. Comment ça se passe au début? Donc, je rentre mes coordonnées, je rentre mon poids, je rentre ma taille. Est-ce que je dois rentrer d'autres choses ou directement, je connecte mon vélo et ça part? En fait, il y a des paramètres importants, notamment le poids. C'est vraiment l'âge aussi peut-être? L'âge, c'est plus, ça n'a pas vraiment d'impact dans le jeu, mais bon, l'âge a un impact sur nous-mêmes de base, on va dire. Donc, on peut renseigner son âge, mais c'est pas ça qui fait qu'on peut pas utiliser une plateforme d'entraînement, enfin de home trainer. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir du coup une bonne connexion. Maintenant, avec les téléphones à 4G, 5G, ça marche très bien. Il n'y a rien de plus frustrant de faire une très bonne séance et de perdre la connexion, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, même en compétition sur des courses, de perdre la Wi-Fi ou j'en sais rien, enfin, tous des bugs qu'on connaît. Et c'est vrai, c'est terminé. C'est le truc le plus... Il y a beaucoup d'avantages, mais c'est le gros inconvénient. On dépend beaucoup d'une connexion et bon, ça, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas... Bon, c'est pas toujours évident. En tout cas, il suffit juste de démarrer, on crée son compte sur soit Zwift, soit MyWhoosh, soit une autre plateforme.
On rentre notre poids parce que c'est un peu c'est ce qui fait faire avancer l'avatar, etc. Et puis après, il suffit juste de connecter son vélo avec l'home trainer et les capteurs cardiaques. Enfin, après, il y a plein de petits capteurs en plus, mais c'est comme ça et ça démarre. C'est très rapide, quoi. Il y avait une grosse polémique autour du poids. Ouais. Moi, je me souviens, il y a quelques années, cette fameuse vidéo d'un ancien coureur professionnel avec son saladier, je crois. Il y avait eu un truc sur le poids. Aujourd'hui, est-ce que les plateformes ont une possibilité de... Même si tu rentres le poids qui n'est pas le tien, c'est-à-dire si tu t'allèges justement pour gagner des watts par kilo, est-ce que la plateforme arrive à ajuster ou à voir qu'il y a une embrouille? Alors la plateforme n'arrive pas à voir qu'il y a d'embrouille parce qu'en fait on n'a pas sur notre carte d'identité ou enfin on n'a pas sur notre passeport notre poids. Peut-être je sais pas, mais en gros je sais que le poids n'est pas une métrique, on va dire, déclarée. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Donc, en fait, la plateforme ne peut pas le contrôler. Alors, je sais qu'au niveau social, loisir, entraînement, si la personne souhaite mettre son mauvais poids, c'est dommage parce qu'il va, du coup, pas avoir ses vraies puissances. Oui, et donc, il n'a pas vraiment d'intérêt à le faire. Ouais. Par contre, il y a un vrai intérêt, entre guillemets, à modifier son poids sur les compétitions parce que là, du coup, il y a un vrai avantage et on peut plus facilement gagner des courses ou quoi. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des compétitions de très haut niveau, très surveillées. Et en fait, par exemple, il y a des protocoles de test. Les sportifs doivent réaliser, notamment sur Zwift, un Zwift... j'ai perdu exactement le truc, mais c'est un ZADA test, ça s'appelle. Et en fait, c'est un protocole de plus ou moins 1 heure où il y a un test 12 minutes, un test 5 minutes, 2 sprints et un sprint de 30 secondes de test, il me semble. Et en fait, il faut faire ça sur la même séance. Et en fait, c'est ton passeport biologique de puissance. Et en fait, si pendant une course, tu dépasses ces valeurs-là, de suite, tu as un petit panneau au-dessus de ta tête et Zwift te contacte. Salut, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sur ton test tu as fait ça? Et en course, tu fais plus, etc. etc. Et du coup, il y a une façon maintenant de contrôler. Et en fait, c'est devenu normal. Donc, les sportifs de niveau, maintenant, ils sont à l'aise avec ça. Et il y a de moins en moins de triche. En fait. C'est de la data. C'est-à-dire que tu peux rentrer effectivement une fausse indication, mais avec la data et surtout dans la durée. Bon, il y a un moment donné, ça va ressortir. Et l'intelligence artificielle, en plus, aujourd'hui, va être capable de dire, bon, là, sur cette séance-là, c'est bizarre. ou sur cette course-là, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, ça veut dire que je reprends un petit peu le fil. La personne découvre les plateformes de e-cycling, s'enregistre, prend son abonnement. D'ailleurs, sur MyWhoosh, est-ce qu'on est sur les mêmes ordres de grandeur en termes d'abonnement que sur Zwift? Est-ce que les deux fonctionnent sur abonnement mensuel? Alors, MyWhoosh est gratuit, mais eux, ils fonctionnent sur en gros, leur business model est un peu différent. Ça ressemble beaucoup plus aux jeux vidéo, ou je sais pas si ça parle beaucoup, Fortnite, etc., où en fait, on peut acheter des passes, etc. En fait, pendant une semaine, on a des badges à débloquer, etc. Donc, eux, l'inscription est entre guillemets gratuite. Par contre, tu dois dépenser de l'argent différemment. Là où Zwift, tu payes un abonnement. Le modèle économique n'est pas le même. Là où Zwift, on paye, on a accès à tout de suite, quoi. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu as le choix. En fait, tu peux prendre un parcours libre. C'est-à-dire que tu te dis, je vais faire 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Je choisis. C'est vrai qu'au début, quand tu arrives sur la plateforme, il y a tellement de parcours, tellement de monde, dans lequel il y a des parcours avec différentes durées, différents dénivelés, différentes distances. Au début, tu sais pas trop 30 bornes, 50 bornes, 70 bornes, dans combien de temps je vais les faire. Il faut prendre tes repères. Donc, est-ce que le e-cycling, quelle que soit la plateforme, fonctionne comme ça? C'est-à-dire que tu t'enregistres, ensuite, derrière, tu as accès à des parcours. Est-ce que l'une, plus que l'autre, est orientée plus compétition? Ou est-ce que les deux proposent juste des parcours pour rouler? Je sais que sur Zwift, parce que je suis, moi, sur Zwift, à titre personnel, donc tu peux faire des programmes d'entraînement. Tu peux même, quand tu te connectes, voir si tu as une personne de ta communauté qui roule, la rejoindre et rouler avec elle. Tu peux aller faire des compétitions. Comment ça fonctionne tout ça? En fait, les deux plateformes ont un peu la même fonctionnalité de base. Enfin, on peut faire des entraînements sur les deux, on peut faire des parcours qui sont différents, bien évidemment, sur les deux. Il y a un peu l'aspect compétition sur les deux, mais chaque plateforme a pris un peu un axe. Et je sais que Zwift aujourd'hui se développe beaucoup plus dans l'aspect communautaire, social, entraînement. Là où MyWhoosh aujourd'hui essaye de plus se développer sur le côté très haut niveau, compétition, notamment avec le partenariat avec l'UCI. Et du coup, les deux plateformes ont pris un peu chacun leur univers, leur domaine et développent ça à fond, quoi. Ouais, leur marché. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se positionnent plus communautaire ou plus compétition. C'est ça, ouais, en gros. Ok, je comprends parfaitement. Donc après, là, si vous nous écoutez en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vous orienter vers l'une ou vers l'autre. Et si tu dis que MyWhoosh, en plus, est gratuit, allez la tester. Moi, je vous encourage à tester. En tout cas, les graphismes ont l'air très, très bons. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion de voir... Parce que là, c'est intéressant, c'est que c'est du virtuel, mais c'est
il y a des lives, c'est-à-dire que tu peux suivre la course qui est le virtuel, tu peux la suivre avec des commentaires. Ouais. Et je trouve franchement c'est prenant, c'est très bien fait. Bah, sur les deux plateformes, et sur Zwift, ils ont un super setup avec une belle régie, etc. Et il y a les gros événements, en fait, ils sont diffusés sur YouTube, Twitch. Et en fait, on peut suivre du coup les plus grandes compétitions et suivre un peu nos. Il n'y a pas vraiment de stars encore dans le e-cycling, mais on peut suivre les meilleurs athlètes. Mais ça va arriver. C'est intéressant. Ça va arriver. Alors, est-ce que cette superstar, comme tu dis, sera elle aussi une superstar sur la route, ou il y aura vraiment des superstars route et e-cycling? L'avenir nous le dira. Mais alors, tu es aussi référent, et c'est toi qui organises, tu es consultant pour la Fédération française de cyclisme. Tu organises les championnats de France. Donc aujourd'hui, quels conseils, quelles recommandations tu donnerais à un débutant pour se lancer sur les plateformes de e-cycling et pour améliorer sa performance? Quels conseils tu lui donnerais? Bah, nous, on organise aujourd'hui le championnat et la Coupe de France sur Zwift. Donc, je conseillerais déjà à ce participant-là de bien prendre en main Zwift, donc de découvrir la plateforme, de découvrir les parcours, les apprendre, etc. Enfin, prendre le temps, en tout cas, de passer du temps à rouler sur Zwift. Il y a aussi une méta à apprendre, l'effet de draft, il y a des power-up, il y a plein de petits avantages, la performance du matériel, etc. Il y a plein de choses à découvrir et à apprendre, notamment sur Zwift. Et du coup, en commençant, il faut y aller étape par étape et apprendre à découvrir, tout découvrir, quoi. Il y a quand même un coup de pédale qui est particulier, donc Ouais. on va creuser ce sujet-là, parce que là tu utilises des mots très pointus, draft, power-up, mais je trouve qu'il y a un delta entre le moment où tu vas mettre tes watts, tu vas pousser vraiment, et le moment où ça se retranscrit à l'écran. De ce que j'ai pu voir, c'est à peu près 3 secondes, on va dire, mais toi qui es le spécialiste, tu vas nous dire, donc quelles sont les astuces vraiment à connaître? Donc le draft, est-ce que réellement tu le sens dans ton coup de pédale? Je ne sais pas si on peut dire dans le coup de pédale, mais comment ça se manifeste en tout cas, voilà. C'est-à-dire que si tu es en draft dans une course ou pas, comment ça se manifeste vraiment les sensations? Et puis, quelles sont les astuces à bien connaître? Donc, l'inertie ou vraiment le delta entre le moment où tu appuies sur tes pédales et la retranscription de cette puissance à l'écran. Voilà, quelles sont les astuces à bien connaître? Alors sur Zwift, il y a le draft, on le ressent déjà beaucoup. Quand on est dans les roues, dans un peloton, on sent qu'on n'a pas besoin de développer. Je ne sais pas si le peloton avance à 3 watts kg, si je reste à 2,5 watts kg, je serai dans les roues sans problème, je ne vais pas être lâché. Donc on ressent quand même l'économie d'énergie. Ensuite, il y a tout un aspect à apprendre. Alors j'entends le décalage que tu dis de 3 secondes quand on appuie. En fait, ça aujourd'hui, ça s'est pas mal corrigé. Il y a des home trainers en fait, du coup, qui sont en Bluetooth. Oui. Donc là, il y a une perte, il y a un délai quoi, avec ce Bluetooth-là. Mais maintenant, les grandes marques comme Wahoo, Elite ont sorti des home trainers qu'on peut directement relier avec des câbles Ethernet, des câbles connectés. Et en fait, du coup, il n'y a plus de Wi-Fi. C'est comme la fibre. Oui, c'est filaire, en gros, ouais. c'est filaire, voilà. Et en fait, du coup, si vraiment on recherche l'excellence et on veut pas avoir de C'est problème, instantané. c'est pour le coup, moi, je perçois plus du tout j'ai un entraîneur comme ça et je perçois plus du tout le delta, quoi. Donc, à ce moment-là, c'est un vrai avantage d'ailleurs, même pour les entraînements, pour les courses, parce que dès qu'on développe, il n'y a pas de perte, il n'y a rien. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de soucis techniques de ce côté-là. Et si on souhaite mettre un peu plus d'argent, on va dire, on peut ne plus avoir delta et avoir une expérience très très fluide, quoi. Et tu parlais de power-up. Explique-nous ce qu'est le power-up et comment tu t'orientes vers ça. En fait, les power-up, c'est très axé compétition sociale, gamification de Zwift. C'est un peu leur univers. Et en fait, il y a une petite dizaine de power-up différents. Par exemple, il y a le camion qui améliore le draft dans un groupe. Il y a le casque aéro qui améliore la pénétration dans l'air de son avatar. Il y a la plume qui nous allège. Il y a l'enclume qui nous alourdit. Et en fait, plein de petits power-up comme ça qui font que, en fonction de la map, en fonction du parcours, en fonction de quel power-up a ton teammate, etc., du coup, tu vas adapter ta stratégie. Tu vas déclencher le power-up au bon ou au mauvais moment. C'est très stratégique. Là. Et il y a vraiment un aspect très stratégique, oui, à haut niveau, mais plus fun et sympa, on va dire, à bas niveau. Et en fait, ça, c'est vraiment c'est super cool en tout cas que Zwift ait pu mettre ça parce que ça permet de rendre les courses beaucoup plus sympas et on ne sait pas toujours ce que va faire l'adversaire, donc il faut savoir s'adapter et ça, c'est top. Ouais. Et est-ce qu'on peut le quantifier? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'effet camion où tu es dans l'aspiration, le casque aéro. Ça se manifeste comment sur les watts? C'est un gain de watts? Ouais, en fait, par exemple, le draft... c'est quantifié, c'est-à-dire que tu le sais? Ouais, en fait, tu le vois vraiment, tu le ressens. Par exemple, je suis dans mon groupe, donc j'ai mon draft, je suis à 2,5 watts kg dans la roue de quelqu'un qui est à 3 watts kg. Si je prends le camion, en fait, à la même vitesse, j'aurais besoin de développer 2,3 ou 2,2 watts et je vais avoir un petit bonus. Le camion, notamment, ça dure 30 secondes, il me semble, de tête. Et pendant 30 secondes, je vais pouvoir souffler et dépenser moins de watts pour suivre mon adversaire. Et on le ressent vraiment, en tout cas. Il y a vraiment un côté... quand on met la plume et que ça
enlèves 15 kilos, je peux te garantir que tu sens Tu que tu ressens. as perdu 15 kilos. Alors, il vaut mieux. Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, le camion, je l'ai toujours utilisé quand je voulais attaquer, justement. Et dans ce que tu dis, c'est justement respirer un peu plus. Donc, c'est vachement intéressant, ça. Ouais, en fait, chaque power-up a un peu son bénéfice, on va dire. Et en fait, le camion, il a souvent été mal compris, mais en fait, il améliore le draft. Il améliore pas la pénétration dans l'air. Donc, en fait, si t'es dans la roue de personne, bah, le camion va te servir à rien parce que de base, tu profites pas du draft. Si tu veux améliorer tes performances en attaquant ou sur un sprint, il vaut mieux utiliser le casque aéro qui, lui, va améliorer ta pénétration dans l'air. Et là, ce power-up là est beaucoup plus efficace en tout cas. Mais le camion, si t'es dans la roue de personne, je savais que cet épisode allait m'être utile. Merci pour ces précisions. Alors, explique-nous également, parce que tu interviens pour la fédération en tant que consultant pour l'organisation des championnats de France. Quelle est ta mission? Et surtout, ça se passe comment, en fait? Choix du parcours, choix de la distance, choix des athlètes, inscription libre ou sélection. Explique-nous comment se passent les championnats de France de e-cycling. Alors en fait, on démarre par une Coupe de France qui représente 5 manches de septembre, grosso modo, à janvier. Accessible à tous. Ouvert aux licenciés. Enfin, cette année, elle est accessible aux licenciés et aux non-licenciés. De la Fédération française. De la Fédération française. Mais bon, un non-licencié étranger peut venir, il n'y aura pas de souci. Et en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs formats. Il y a des formats scratch, c'est une course classique, départ-arrivée, il faut gagner la course. Il y a des formats course au point où en fait, dans Zwift, il y a plusieurs segments et du coup, il faut réaliser les meilleurs temps possibles sur ces segments-là. Ou c'est un peu comme un format enduro, quoi. Il y a des spéciales, il faut faire des super temps. L'arrivée compte aussi avec les points. Il y a aussi des formats qu'on appelle short race où en fait c'est sur 1 heure, 1 heure et demie. Il y a plusieurs petites courses de 5 à 10 km. Et en fait, on fait l'addition des places et à la soirée, ça te fait tu cumules tes places, ça te donne des points et tu es classé comme ça. Enfin, il y a vraiment plusieurs petits formats de courses. Et en fait, il y a ces 5 manches-là, chaque manche est un format. Et à la fin de ces 5 manches, les meilleurs athlètes sont invités à participer au championnat de France. Et là, ça fait déjà 2 ans qu'on arrive à faire le championnat de France en présentiel. Donc, on s'était réunis à Grande-Sainte il y a 2 ans. On était à Perpignan l'année dernière. Et en fait, là, on a un vrai côté Zwift. Mais en fait, on rencontre les gens qu'on a affrontés tout l'hiver à distance. Et là, il y a un vrai côté sympa. Enfin, on se rencontre, on se découvre et tout ça. Et ça apporte un côté vraiment événementiel un peu. Et ça fait une belle expérience, quoi. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Mais ça veut dire que le jour même, ça rajoute aussi un côté stratégique d'observation. Puisque quand tu es à distance ou sur une même épreuve, les gens sont partout autour de la planète, tu vas voir l'avatar développer des watts ou pas, mais quand tu es en présentiel, tu vois celui d'à côté ou juste devant qui est en train d'accélérer. Donc ne serait-ce que l'observation de la personne sur son vélo fait une différence. Mais comment est-ce que vous choisissez les parcours? Les parcours... Pour la finale, je parle, pour vraiment le championnat. C'est vraiment... On choisit des parcours qui peuvent parler à tous, en fait, à toutes les qualités de profil. Et c'est un parcours que vous construisez de A à Z ou c'est un parcours que vous prenez qui est déjà existant sur la plateforme? Non, on peut pas. Nous, personne en tout cas sur Zwift peut créer des parcours à part Zwift. Donc, en gros, les organisateurs, les participants, tout le monde s'adapte à la plateforme quoi, qui existe. Après, aujourd'hui, Zwift, il y a quand même... pour l'anecdote, je crois qu'il faut plus de 150 heures pour finir, entre guillemets, le jeu Zwift. Donc, il y a énormément de maps et énormément de parcours différents. Donc en fait, le championnat de France se déroule en plusieurs courses. Donc en fait, il y a un classement général et à la fin, on termine par une élimination. Donc en fait, sur la course au point, il y a une course qui est relativement plate pour permettre aux sprinteurs de faire le meilleur résultat possible. Il y a une course un peu plus montagneuse pour permettre aux grimpeurs de faire le meilleur résultat possible. Et ensuite, il y a une élimination sur un parcours relativement vallonné qui parle un peu à tous et qui permet d'élire le champion de France comme ça. En fait, le dernier survivant en fait est champion de France. C'est la combien d'éditions cette année? Cette année, c'est la 3e. Et est-ce que tu penses qu'on va vers une starification? On parlait de starification tout à l'heure. Est-ce que les participants qui sont champions de France, d'ailleurs j'imagine qu'il y a pour hommes et pour femmes, est-ce que ce sont des personnes qui viennent et qui repartent? Ou est-ce que tu sens qu'il y a un potentiel que ces personnes-là soient vraiment dans le e-cycling pendant plusieurs années et vont impacter ce sport? Aujourd'hui, il y a vraiment un côté... je ne sais pas si on parle de starification, mais il y a de plus en plus de spécialistes. C'est une vraie discipline différente. En fait, et on peut pas... C'est pas parce que tu es très fort sur la route ou très fort sur la piste ou j'en sais rien que tu vas être très fort sur le e-cycling. Il y a un côté... aujourd'hui, les meilleurs e-cyclistes, en fait, ce sont des vrais spécialistes qui pratiquent le e-cyclisme toute l'année et qui, du coup... progresse comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de starification parce que ça reste encore très niche, mais en tout cas, je me rends compte que si aujourd'hui tu veux faire de la performance sur ces plateformes-là, tu es obligé d'être
un acteur de cette discipline et tu es obligé de pratiquer énormément, de faire beaucoup de compétitions pour progresser. Et en fait, tu te rends compte que tu deviens spécialiste. Et comme on peut dire, il y a Elise Zerbit, c'est peut-être pas le meilleur exemple en ce moment, mais c'est un cyclocrossman. Comme Mathieu Van Der Poel est un spécialiste du pavé. Enfin voilà, chaque coureur a sa spécialité. Et en fait, aujourd'hui, un athlète du cyclisme est un vrai athlète différent et c'est sa spécialité. C'est intéressant ce que tu dis, un vrai athlète différent. C'est vrai que quand on parle de plateforme e-cycling, moi j'ai quand même la sensation, je me dis que est-ce qu'un grimpeur sur une plateforme de e-cycling sera aussi un bon grimpeur dans la réalité? Parce que j'ai quand même la sensation que c'est quand même... il faut quand même savoir emmener un gros braquet sur ces plateformes. Tu vois, il faut être capable de développer un nombre de watts très important, quoi. Ouais, alors honnêtement, un vrai grimpeur, une personne qui est très à l'aise dans les courses de côte sur Zwift, je pense qu'il sera très à l'aise sur les courses de côte en réel. Il y a un comparatif qui se fait beaucoup, c'est que sur Zwift, les meilleurs coureurs sont parfois très forts, notamment sur les grands fonds d'eau, les étapes du Tour, etc. Parce qu'en fait, ils ont des watts et les watts kilos parlent. Enfin, si tu as un moteur, tu es fort, quoi. En fait, la vraie différence, je pense, c'est que sur Zwift, il y a des personnes qui sont des coups très fortes physiquement, mais qui sont faibles techniquement. Et en fait, ces personnes-là, lorsqu'elles essayent de faire la bascule avec le cyclisme réel, elles se font pas avoir dans les côtes, parce que dans les côtes, si t'es fort, t'es devant. Par contre, avant une côte, il y a le placement, il y a le fait de frotter, de savoir frotter, exactement. De savoir frotter, de bien se placer, le côté stratégique, le côté observation, de savoir lire la course. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, une personne qui est très forte physiquement, elle va arriver au pied de la côte, elle aura déjà utilisé toute son énergie à juste réfléchir, se placer, etc. Et en fait, du coup, elle exprimera pas son potentiel. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment ça pour moi la différence. C'est pour ça qu'il y a des vrais spécialistes Zwift. Il y en a qui arrivent à faire la bascule, mais finalement pas tout. Mais comme au cyclocross où il y a des vrais crossman qui arrivent à faire la bascule. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui on a est-ce que tu as des exemples? Je te pose volontairement la question, je sais qu'il y en a, mais je te pose volontairement la question, des exemples de personnes qui étaient référentes sur Zwift, qui ont été détectées justement par rapport au moteur dont tu parlais, parce que aujourd'hui, les personnes qui font les détections regardent les watts, l'âge, les watts. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des exemples de personnes qui ont basculé vers le professionnalisme comme ça? Il y en a plusieurs. Et qui ont des résultats. Il y a le plus connu, c'est Jevine, qui est aujourd'hui à UAE. Et Jevine, en fait, il a participé Zwift, il avait mis en place il y a quelques années la Zwift Academy, en fait, qui réunit les meilleurs Zwifters du monde. Et ça leur permet en fait de faire plusieurs entraînements, de détecter un peu leur profil, etc. Ensuite, ils sont invités à un stage avec l'équipe pro. Et à la fin de ce stage-là, le meilleur obtient un contrat sur un an. Et chaque année, il y en a un qui obtient des contrats. Certains réussissent mieux que d'autres. Mais Jevine, en tout cas, a bien réussi parce qu'aujourd'hui, il fait partie de la meilleure équipe du monde. Alors, il est un peu réputé pour quelqu'un qui tombe beaucoup parce que sur Zwift, en fait, on est statique. Donc, on n'a peut-être pas beaucoup appris à frotter. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce Jevine, il a démarré par le VTT. Donc, je ne sais pas pourquoi il tombe beaucoup, mais il est censé être technique, quoi. Donc ouais, il y a aussi Jason Osborne qui a été professionnel, mais qui lui, maintenant, revient sur le e-cycling parce qu'il se rend compte qu'il y a plus pour lui à gagner dans le e-cycling, etc. Mais chaque année, il y a des personnes qui font la passerelle. Et il y a de plus en plus, je dirais, de personnes qui font l'inverse, qui ont fait de la route. Notamment en France, c'est un peu notre cas. En fait, on arrête beaucoup le haut niveau amateur aux alentours de 27-30 ans, on va dire, la moyenne. Et en fait, ces gens-là, ils aiment beaucoup la compétition. Et l'avantage ils ont moins de temps parce qu'ils rentrent dans la vie active, mais ils ont quand même le moteur, la caisse, et ils sont performants. Ouais, exactement. Et ça, des cas comme ça, il y a Geoffrey Milour qui a été ancien très haut niveau. Il y a Sébastien Avaux qui est passé par Hexagone aussi, comme moi. Et ces gars-là, aujourd'hui, dominent la discipline en France parce qu'ils ont le moteur et en plus, ils ont compris comment fonctionne le jeu, quoi. Comment fonctionne la plateforme avec toutes les astuces. Tu parlais tout à l'heure de vélo statique. Alors, je sais qu'il y a une marque, je crois que c'est Saris de mémoire, mais il y en a probablement d'autres. Je crois qu'il y a même aussi des tutos qui permettent de fabriquer sa plateforme soi-même, où tu peux retrouver cette notion de balancier. Tu vois. Quel est ton avis sur ça? Alors, je pense que c'est un super outil pour le côté confort et peut-être aussi moins abîmer son vélo. Parce que quand on a un vélo statique, je pense que le carbone, je ne m'y connais pas du tout, mais je pense que ça doit avoir un impact sur son vélo. Par contre, je sais qu'à très haut, si on cherche vraiment la performance, il vaut mieux avoir quelque chose de très fixe, d'avoir un mur en fait, parce que quand on développe sa puissance sur un mur, la puissance est vraiment renvoyée. C'est pas absorbé par une déformation d'un. Il n'y a pas d'absorption potentielle. Et je sais que nous, notamment dans mes compétitions avec l'équipe où j'en suis, je conseille en fait à mes sportifs de mettre du poids sur leur vélo pour vraiment soit le plus statique. Et je sais que les meilleurs Swifters du monde, ils ont carrément vissé leur entraîneur au sol pour vraiment qu'il n'y ait aucune perte. Par contre, je pense que c'est pas le plus adapté en tout cas. Je pense que ça abîme son vélo, il y a peut-être des inconvénients. Mais en fait, c'est un peu ça dépend de ce qu'on recherche, quoi. Si on cherche le confort, la longue distance, l'ultra, pour faire un peu référence à toi, il vaut peut-être mieux avoir la plateforme et ce balancier.
si on cherche vraiment la perf, vaut mieux pas. C'est toujours une question de confort, effectivement, dans la durée, mais il y a beaucoup de similitudes finalement dans ce que tu dis, avec la longue distance, les vélos acier, le titane, le carbone. C'est ça. Ouais, donc est-ce qu'il faut un vélo pour les plateformes connectées fixé au sol? Mais je comprends parfaitement la déformation et donc la perte de watts, hein, ça c'est évident. Alors parle-nous également de cette équipe Hexagone, hein. J'avais commencé la discussion avec Raphaël Taïeb, hein. Je vous invite à aller écouter l'épisode justement où Raphaël nous partage son parcours et sa vision du cyclisme. C'est lui qui m'a emmené vers toi d'ailleurs, je le remercie à cette occasion. Alors il m'expliquait qu'effectivement avec le club vous organisez des compétitions et il y a vraiment un directeur de course qui vous parle à l'oreillette en fonction des stratégies et je trouve ça génial. Alors parle-nous de cette possibilité, parce que là on parle du e-cycling solo quelque part, hein, mais parle-nous aussi de cette possibilité de faire des courses en équipe. Ouais, en fait, sur Hexagone, on est une communauté aujourd'hui, on doit être plus de 500. On a profité un peu du boom Covid aussi pour grossir. Et en fait, on peut faire des compétitions aujourd'hui sur Zwift, toutes les catégories à son tournoi, sa ligue, on va dire. Et nous, Hexagone, on est représenté dans toutes les différentes catégories. Et en fait, on se réunit, notamment le mardi soir, il y a la Zwift Racing League. Et en fait, il y a des équipes de 5 qui courent. Il y en a un qui se porte volontaire pour faire directeur sportif. Donc en fait, on est tous connectés sur Discord, qui est une application populaire aujourd'hui un peu dans le gaming. En fait, c'est la voix, en fait. C'est ce qui permet d'avoir la voix. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, on se connecte, partager, on a tous notre casque en fait et on communique comme ça. Et donc en fait, on est tous dans notre course. Il y a notre directeur sportif qui, lui, il a un point de vue beaucoup plus large et du coup il voit un peu les actions des adversaires, etc. Il guide l'équipe en fonction de quel power-up a tel ou tel coureur, vu que la plupart des coureurs sont à bloc, ils peuvent pas trop parler, donc en fait c'est le directeur sportif qui parle, qui dit toi aussi t'as ça, il faut faire ça, etc. Et en fait il y a un vrai côté fun, hyper social, c'est hyper sympa et je vous invite à tout le monde de nous rejoindre. C'est hyper motivant. Alors est-ce qu'on peut faire ces Zwift Racing League, c'est ça? Ouais. Si tu n'es pas dans une équipe? Non, c'est un format par équipe. En fait, c'est vraiment la volonté de la Zwift Racing League, c'est de permettre aux gens d'être en équipe parce qu'honnêtement, c'est quand même beaucoup plus sympa et on s'amuse bien. Après, il y a un classement individuel sur chaque course. En fait, ton classement rapporte des points à ton équipe et c'est comme ça que tu fais gagner ou pas ton équipe. Mais toi, entre guillemets, il n'y a pas de classement individuel au général. Et c'est des équipes de combien? Tu peux être représenté par combien de personnes au départ? En fait, il y a des ligues sur chaque slot horaire du monde quasiment. Okay. Donc, c'est divisé par... en fait, c'est un arbre très compliqué. Mais tous les créneaux horaires du monde, il y a un slot. En gros, tu inscris ton équipe dans ce slot-là. Donc nous, par exemple, on a toutes les équipes dans tous les slots possibles, on va dire. Et en gros, après, les équipes sont entre 10 et 12 personnes. Et le soir même, tu peux avoir 5 personnes. Donc en fait, on fait des équipes de 10. Comme ça, on a 5 par remplaçant, mais on a plus de personnes potentielles que de personnes qui participent le mardi soir. Et ça permet de tourner, qu'en fonction du calendrier de chacun, on s'adapte et tout le monde participe au moins 1 ou 2 fois à des courses. Et on avance comme ça par groupe de 10. Et après, à la fin, on communique tous ensemble pour partager ça avec tout le monde, quoi. Mais... Ça, moi, je trouve ça génial de pouvoir suivre ça. Et c'est vrai que j'avais l'occasion, comme je te l'ai dit, de voir déjà je ne sais plus sur quelle plateforme, Eurosport peut-être, ou je ne sais plus, mais j'avais vu des championnats du monde qui étaient diffusés et j'avais trouvé ça... et je trouve que l'importance du commentaire est très, très important quand c'est du digital comme ça. Parce que tu n'as pas les paysages, tu vois juste quelque chose de totalement... c'est de la gamification, mais de commenter un jeu. Je trouve que l'importance et les astuces, la maîtrise de la plateforme des personnes qui commandent comme ça est très importante. Et j'avais trouvé ça hyper bien fait, le fait d'être en équipe. Je vais regarder ça d'un peu plus près et je trouve ça très, très intéressant. Et toujours dans le virtuel... là on a parlé de Discord qui permet d'avoir la voix effectivement, donc d'être en groupe. Alors moi j'avais connu Discord quand on faisait les meet-up pendant le Covid, hein, on faisait les fameux meet-up, c'est-à-dire que tu donnais rendez-vous tel jour, telle heure à n'importe qui était connecté sur Zwift et tu pouvais comme ça faire un parcours, choisir de rester groupé ou c'est-à-dire que tu pouvais rester groupé quels que soient les watts que tu balances dans ton vélo, tu restais groupé. Ou alors de faire en sorte que celui qui mette 500 watts, il soit devant et celui qui met 200 watts, il restait derrière. Donc là, tu n'avais plus vraiment l'effet de masse, mais tu pouvais parler. Est-ce que selon toi, qui es spécialiste, on va vers, dans quelques années, quelque chose d'encore plus virtuel avec des masques, pourquoi pas des masques connectés, qui te permettent de tourner la tête à droite, de tourner la tête à gauche et d'être dans le peloton? Je sais qu'aujourd'hui, ça existe, ces masques virtuels. Il y a Meta qui a sorti le sien, il y a l'Apple Vision Pro 2. Oui, c'est un peu... Est-ce que connecté à Zwift, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça existe. Je pense qu'il y a un problème, c'est quand on fait un effort, c'est pas hyper évident. Et aujourd'hui, je me vois pas porter un masque
pendant 1 heure et demie en compétition parce que c'est pas hyper confortable. Mais je pense que dans les années à venir, ils vont certainement y réfléchir parce que je pense que c'est une contrainte technique, mais ils vont peut-être trouver des solutions. Enfin bon, je suis pas expert, mais ils vont trouver des solutions, j'espère là-dessus. Mais je ne serais pas étonné que ça arrive un jour ou l'autre. Peut-être avoir des salles immersives, peut-être aussi, ou si on n'a pas de masse, d'avoir des écrans tout autour de nous et de vraiment voir l'adversaire à droite, à gauche en fonction de l'écran qui est à notre droite ou à notre gauche. Enfin voilà, je ne sais pas trop où ça va se développer, mais je pense dans tous les cas, ce n'est que le début un peu de ce côté avec les IA, tout ça. Je pense qu'on arrive dans une ère un peu très tech et à fond. Je pense que ça va pas mal se développer. Ouais. Et à fond. Et c'est vrai que tu parlais justement de l'effort physique. Alors beaucoup ont découvert à quel point un cycliste pouvait transpirer parce qu'il était statique. C'est vrai que tu perds des litres et des litres de sueur et de transpiration et quand tu t'arrêtes d'une séance, tu vois que autour de toi, souvent tout est trempé en fait. Hein, tout a coulé et je trouve que je mets un point d'alerte sur, notamment pour ceux qui utilisent leur vélo d'extérieur, qui le fixent à l'intérieur. Attention, vérifiez régulièrement, parce que la sueur est quand même quelque chose de très acide. Et vérifiez votre visserie, vérifiez votre guidon, démontez votre guidoline. Moi, j'ai un exemple personnel, je le partage également, mais il se trouve qu'une fois, j'ai pris mon vélo, puis j'ai voulu changer ma guidoline, et il se trouve que en fait, le guidon était fissuré. La guidoline, en fait, était tellement imbibée de transpiration. Ouais, je pense que c'est le sel, tout ça qui est très... tout ça a fait que le guidon était fissuré au niveau du serrage de ma cocotte. Et heureusement que j'ai changé ma guidoline parce que j'aurais pris probablement un gros gadin la sortie suivante. Donc voilà, vérifiez votre matériel. Est-ce que toi, en tant que spécialiste, tu as des astuces ou des conseils? Comment tu entretiens ton matériel? Moi, pour le coup, je surveillais beaucoup ça quand je pratiquais, notamment sous la guidoline. Je la changeais régulièrement. C'était vraiment important pour moi parce que j'avais mon même vélo, j'utilisais le même en tout cas sur la route, etc. Voilà, en compétition aussi. Donc je faisais vraiment attention. Après, il faut... avoir une pièce aérée le plus possible, avoir un ventilateur, faut pas hésiter, mettre une serviette, avoir le tapis aussi sur l'home trainer pour éviter d'abîmer son parquet, son sol, enfin ce que vous avez, mais il n'y a pas vraiment la transpiration, on peut pas l'éviter dans tous les cas, donc c'est plus à nous de s'adapter à la transpiration et essayer de faire en sorte que cette transpiration-là n'aille pas n'importe où, quoi. Mais du coup avec les astuces classiques, quoi, des serviettes et tout, je peux conseiller que ça, mais en tout cas de bien vérifier régulièrement, notamment sous la guidoline, c'est le plus important. Parce que c'est déjà arrivé que des scènes se fissurent avec les vibrations en extérieur, quoi. Donc faut faire attention à ça. C'est sûr. Et c'est pareil, en tant que spécialiste, quel conseil tu peux donner sur la position? Parce que je sais aussi, j'ai eu écho que beaucoup s'étaient blessés justement parce qu'on fait tellement de Zwift que la position n'était pas la même. Quand tu changes de vélo, hein, tu prends un autre vélo, parce que certains ont leur vélo d'extérieur, et prennent un vieux vélo qu'ils remettent sur Zwift, et comme ça ils n'ont pas à le monter, à le démonter, ou voire même des vélos totalement fixes. Ouais. Voilà. Et là, les positions peuvent un peu varier. Il y a aussi ce jeu sur les braquets. Alors, j'imagine que sur ces plateformes, tu peux totalement paramétrer ton braquet et retrouver tes braquets que tu as sur ton vélo extérieur identiques en intérieur. Est-ce que tous ces réglages-là sont possibles? Ouais, en fait, surtout si on a 2 vélos différents, je conseille vraiment d'avoir les 2 positions similaires le plus proche possible parce que si on monte la selle un peu trop haut ou un peu trop bas, on a de suite mal aux genoux, tendinite, etc. Donc c'est quand même infernal. Mais par contre, sur tout ce qui est cassette, en fait, maintenant les home trainers connectés, ils ont entre guillemets une cassette fixe. Donc on peut mettre la même cassette si on veut le même braquet, on peut changer notre braquet si on le souhaite. Aujourd'hui, il y a même Zwift qui a développé un nouvel outil on n'a plus de cassette, c'est un genre de pignon fixe qui s'adapte en fonction de la résistance que tu choisis dans le jeu. Donc il n'y a même plus de cassette. Et en fait, j'ai pas vraiment le plus gros conseil que je peux donner, c'est de vraiment éviter à changer la position le plus possible parce que c'est ça qui nous fait mal aux jambes, fait mal aux genoux, etc. Il faut éviter ça le plus possible en tout cas. En tout cas, tous tes conseils sont très très intéressants. J'ai d'autres questions sur les erreurs courantes que tu peux voir, c'est-à-dire que en tant que spécialiste, en tant que vraiment de conseiller sur ça, quelles sont les erreurs flagrantes que tu peux voir quelqu'un qui découvre la plateforme et tu vois que c'est un novice parce qu'il ne connaît pas les astuces. S'il y avait un top 3 comme ça des erreurs à ne pas commettre quand on est sur des plateformes de e-cycling? Je pense qu'il y a ce qu'on voit le plus, c'est souvent les personnes qui ne maîtrisent pas le draft. Du coup, en fait, au lieu d'avoir un pédalage fluide dans le jeu, elles vont avoir tendance à vite remonter à l'avant du peloton. Du coup, elle va se dire, mais je suis devant, donc je vais vite ralentir. Sauf qu'elle ralentit trop, elle va se retrouver derrière. Et en fait, elle se retrouve plus à faire du vélo linéaire, elle se retrouve à faire du 30-30 pendant 2h30. Et du coup, cette personne-là, la pauvre, elle va être complètement cuite. Elle fait pas 2h30. Elle fait pas 2h30 en fait, ouais. Et du coup, c'est le
premier vrai conseil, c'est de découvrir ce draft et de l'apprendre à le maîtriser, parce que on progresse énormément à partir du moment où on comprend cet aspect-là. Après, bien découvrir, notamment il y a des plateformes de bien se renseigner sur ZwiftPower, etc., pour trouver les événements, rencontrer du monde, pour rouler ensemble, de ne pas rester tout seul, on va dire, dans sa bulle. Ça permet de pas mal progresser, et je vous conseille de rencontrer du monde et de pratiquer avec d'autres. C'est très communautaire dans ce que tu dis. C'est vachement... De toute manière, Zwift a percé, je pense, grâce à ce côté communautaire, parce qu'en fait, ça a permis... Un petit peu comme Strava avec ce côté réseau social. Ça a permis de rassembler tous les cyclistes du monde à pratiquer ensemble chez soi, alors que si on n'avait pas eu ce côté multijoueur ou online, on va dire, je pense que ça aurait pas eu le même impact et chacun serait resté chez soi. Mais une fois que tu as fini les maps, entre guillemets, t'as fini le jeu et t'as fini de stopper, quoi. Ça doit être fou de dire j'ai fini le jeu. Est-ce que tu connais des coureurs qui ont fini le jeu en intégralité? Ça veut dire quoi, finir le jeu? Ça veut dire avoir fait toutes les maps? Ouais, en fait aujourd'hui tu peux pas finir le jeu, parce qu'en fait il y a un côté free, en fait, libre, où tu as des courses qui se reproduisent tout le temps, tu as la ligue qui revient chaque année. Ça c'est fou aussi, c'est que 24 heures sur 24 tu peux faire une séance d'entraînement à 2h du matin en France. Enfin, 24, c'est incroyable. C'est même sympa, parce que moi j'ai pratiqué, donc je me suis connecté à des heures complètement différentes. Et si tu te connectes le soir, tu vas découvrir plus différentes communautés d'Américains. Si tu te connectes le matin, tu vas découvrir plus d'Asiatiques, etc. Et du coup, en fait, c'est vraiment drôle, parce que tu te rends compte que dans chaque continent, il y a ses propres communautés, il y a ses propres acteurs. Et du coup, c'est un côté vraiment sympa, en tout cas. Voilà, je conseille à tous de se rapprocher de clubs, de communautés pour pratiquer, quoi. Intéressant. Il y avait des clubs physiques, j'allais dire. Maintenant, il y a les clubs virtuels, et ça, je trouve ça excellent. Mais j'ai une question aussi sur les catégories, notamment sur, alors je sais pas comment ça se passe sur MyWhoosh. Est-ce qu'il y a une question de catégorie? Quand tu t'inscris une épreuve, tu choisis quelle catégorie tu es, tu vas nous le dire. Mais sur Zwift, moi, je reviens d'une longue blessure, et en fait, je veux m'inscrire en C, en D, tu vois. Mais comme j'étais en B avant, catégorie B, ils me laissent en B, tu vois. Et forcément, je ne sais plus le même niveau qu'il y a 8 mois, tu vois. Est-ce qu'il y a une astuce sur ça pour redescendre de catégorie? Alors, pour redescendre, est-ce que c'est l'algorithme qui automatiquement te dit, attends, tu as produit tant de watts, maintenant tu vas pas redescendre, tu restes là? Ouais, c'est très compliqué c'est facile de monter, parce qu'il suffit de faire des watts. Et d'ailleurs, je conseille à tous les débutants de bien faire attention au poids qu'ils vont renseigner, parce que s'ils renseignent un poids plus faible, automatiquement leur avatar va aller vite. Et après, ils vont être bloqués dans des hautes catégories, et ça peut vite les frustrer ou les dégoûter. C'est très dur. Mais en tout cas, pour descendre, c'est compliqué, parce qu'en fait, Zwift considère que tu as été capable, à un moment donné de ta vie, à faire ces watts-là. Je sais que la catégorie est figée statique pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, t'es dans la prison de ta catégorie, on va dire. Mais pour redescendre, ensuite, à la fin des 3 mois, il y a un côté, ils regardent si les nouvelles courses que tu fais, tu développes moins de watts ou pas. Si vraiment t'as pas fait de vélo pendant 1 an, en fait, tu repars de zéro, t'as plus de catégorie. Mais c'est plus difficile de redescendre, en tout cas, que de monter. Donc vraiment, faites attention à bien paramétrer votre avatar, parce que c'est dommage de se retrouver en A si on a D'où l'intérêt de ne pas rentrer des informations qui ne soient pas correctes. Je pense que rentrer des informations pas correctes à, entre guillemets, loisir, pas grand monde le font. C'est plus, en fait, quand tu es déjà en catégorie A ou A+, si tu veux gratter quelques watts kilos, tu vas modifier là, et c'est là où il y a plus d'impact. Mais en tout cas, pour les débutants, je vous déconseille de jouer à ça, parce qu'en fait, vous êtes bloqué après. Et intéressant, ça. Vous perdez vous avez plus trop vous perdez votre expérience à vous, en fait. Voilà, il n'y a plus d'intérêt, en tout cas. Donc, c'est un peu la petite parenthèse. Mais en tout cas, les catégories sont faites en fonction de ses watts kilos, donc de sa puissance développée. Et une fois qu'on est dans une catégorie, on est en prison, on va dire, dans cette catégorie-là. Mais je sais que Zwift développe un autre système de catégories, notamment avec le score de ranking, en fonction des résultats que tu fais dans les courses. Un peu comme du matchmaking. Plus tu gagnes, plus tu montes. Un peu comme la réalité aussi. Hein. C'est pas tes watts qui font ta catégorie. Ouais. Et je sais qu'ils pensent à ça parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a aussi des personnes qui sont, entre guillemets, de niveau plus ou moins faible, qui font exprès de ne pas progresser, entre guillemets, ou qui font exprès de ne pas développer le maximum de performance. Qui freinent avant la ligne d'arrivée. Qui freinent, exactement, pour que leur moyenne de watts kilo reste l'équivalent d'une catégorie C. Et en fait, ces personnes-là ne montent jamais, parce qu'en fait, elles ont compris l'algo Intéressant. Donc voilà, ils essayent de corriger, il y a des dérives un peu dans les deux cas, quoi. Et sur MyWhoosh, comment est-ce que ça fonctionne? C'est similaire? Sur MyWhoosh, c'est similaire. Alors, il y a beaucoup moins de compétition, parce qu'il y a beaucoup moins, c'est moins social aujourd'hui, c'est très haut niveau. Et en fait, le haut niveau aujourd'hui, MyWhoosh, ce qu'ils font, c'est si tu veux participer à des compétitions officielles MyWhoosh, tu es obligé de faire un test, je sais pas comment ils appellent ça, tu as un protocole de test. Et en fait, en pour fonction déterminer des ta watts catégorie, que tu as, etc. Voilà. Donc en fait, avec eux, tu peux vraiment pas tricher. Et notamment les tests, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent la puissance de l'homme trainer, mais ils demandent aussi la puissance générée par ton Garmin avec ton capteur externe. Ils corrèlent les deux courbes. Donc s'il y a une courbe qui est plus haute, plus basse, ils se disent oula, il y a pas de hasard. Voilà, franchement, aujourd'hui, à très
haut niveau, il n'y a plus de potentiel, enfin il n'y a plus de possibilité de triche et c'est devenu très très sérieux et on peut plus dire que le e-cycling c'est entre guillemets des tricheurs quoi, c'est plus possible. Intéressant, tout ce que tu nous partages et je pense qu'il y aura beaucoup de retours sur ça, tu auras pas mal de questions et je vais aller un peu sur ma discipline de prédilection, l'ultra. Là on parle vraiment de compétition. Je sais qu'avec Race Across Series on était partenaire avec Full Gas il y a quelques années et on avait fait un 300 km une fois, donc c'était la succession de plusieurs segments parce que sur Full Gas tu as des cols en fait, ce sont des cols qui sont référencés, donc tu peux monter le Galibier, le Tourmalet, choisir un segment de 40 bornes dans le Loiret, bref. Et donc on avait additionné tout ça et ça avait fait un 200 ou 300 km. Est-ce qu'aujourd'hui, si demain on veut faire un événement Zwift en ultra, qu'est-ce que tu nous préconises ? Déjà, est-ce que c'est possible ? Pas possible ? Et qu'est-ce que tu préconises ? Je pense que c'est possible, hein, je vois pas trop de limite à ça. Après, il y a tellement de monde qu'on peut faire des parcours, finir l'univers Watopia en X temps, il y a plein de possibilités possibles. Il y a aussi finir le jeu tout simplement en one shot, quoi. Je sais qu'il y a plus de 150 heures de vélo. C'est ce que tu disais, ouais, 150 heures de vélo. Je crois que ça s'est jamais fait, même aujourd'hui, j'ai pas le souvenir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'Everesting sur Zwift, avec des allers-retours dans l'Alpe de Zwift, etc. Ça, je sais que ça a été fait. Beaucoup, ouais. Mais je connais pas quelqu'un une personne un peu assez folle en tout cas pour se lancer le défi de finir le jeu. Je lance l'appel en tout cas. Si quelqu'un veut nous accompagner, je sais que nous avec Guillaume qui m'accompagne sur la communication et le marketing, on aimerait faire quelque chose de digital. On va déjà créer pour cette fin d'année des rendez-vous sur Zwift justement avec Discord où on va pouvoir échanger, parler, faire passer des messages, parler des parcours. Mais on aimerait aller sur quelque chose de plus digital, plus officiel, on va dire. Je sais que Race Across America, pendant le Covid en 2020, avait créé avec un partenaire une Race Across America 5000 km virtuels. Je crois qu'ils avaient été 7 au départ, de mémoire. 5000 bornes sur votre home trainer. Mais en tout cas, voilà, si des personnes nous écoutent, sont spécialistes ou veulent nous accompagner sur la création de cet événement, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes différents réseaux et ça pourrait être intéressant. Et on arrive sur la fin de l'épisode. Romain, qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur le e-cycling de manière générale ? Est-ce que tu penses qu'un jour il va intégrer les Jeux Olympiques ? Est-ce que tu penses qu'il y aura des Olympiades dédiées parce que là on parle de e-cycling, mais il y a plein d'autres sports que tu peux faire de manière connectée. Quel est ton avis sur la manière dont ça se développe et le futur ? Aujourd'hui, ça a déjà été annoncé. Il y aura les JO e-sport en décembre 2025 qui va réunir les plus gros jeux vidéo vraiment manette, souris. Ça a été annoncé quand ? Ça a été annoncé cet été par le CIO en fait. Génial. Ça va être, je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui est hôte la première année. Et du coup, ce sera un événement Jeux Olympiques e-sport dédié à toutes les disciplines de e-sport. Je sais donc il y a des jeux de simulation sportive, il y a des jeux de gaming comme Fortnite, enfin très très gaming. Et donc Zwift devrait en faire partie. Je le sais parce que il y a des membres de la FFC qui ont été invités, notamment avec le CNOF, je crois, enfin le Comité national olympique, etc. Non, mais c'est très fort parce que j'ai prédit quelque chose qui existait déjà. Ça c'est quand même exceptionnel. J'étais convaincu que ça allait arriver et en fait ça a déjà été annoncé. Ça a été annoncé, ça sera l'année prochaine, donc il y aura une équipe de France. Ce qui veut dire que tous les ans il y aura une Olympiade parce que l'Olympiade de e-sport va être intercalée avec l'été-l'hiver. C'est ça. Et je crois même que c'est un format différent pour le e-sport. Je crois que c'est tous les 2 ans, mais enfin c'est. Voilà, donc si c'est tous les 2 ans, voilà, c'est tous les 2 ans, ça va être à chaque. Donc tous les ans, il y aura une Olympiade désormais entre l'été, le e-sport et l'hiver. Beaucoup marketing pour les partenaires. Beaucoup marketing. Ça, c'est possible. Ils sont malins. Bon, en tout cas, c'est bien. C'est bien. Ça se développe, c'est cool. Puis j'invite, du coup, il y a une opportunité pour les sportifs, quoi. C'est une discipline qui est en plein devenir, je pense. Il y a de plus en plus d'opportunités là-dedans. Il y a aussi. Et pour les jeunes aussi, les jeunes qui ne se retrouvent pas sur la route. Ça peut être. Ils peuvent trouver ça parfois un sport. Je ne parle pas que du vélo, mais un sport parfois peut-être compliqué pour se rendre sur le lieu, pour s'entraîner, pour. Voilà, aujourd'hui, le futur, ne serait-ce que même du fitness, sera probablement à domicile. Ouais, puis c'est une belle alternative aussi pour les personnes qui ont peut-être un peu peur de la route, qui n'ont pas spécialement envie de se confronter aux automobilistes. Ils peuvent le faire sur Zwift et avoir la même sensation, la même pratique, on va dire, et de développer leur plein potentiel ou juste de s'amuser avec les copains, etc. Donc c'est vraiment... j'invite tout le monde à essayer en tout cas. Est-ce que les professionnels aujourd'hui, d'après ce que tu sais, de ce que tu vois, de ce que tu entends, est-ce que les professionnels l'ont intégré dans leur préparation ? Je pense je parle du vélo. Hein. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui en font, qui en pratiquent, parce qu'en fait ils gagnent du temps eux aussi, je pense, et notamment quand ils font du bi-quotidien, je pense qu'ils font le matin très après. Précis, et puis c'est très ciblé. C'est très ciblé, donc je sais qu'il y en a qui le font, donc ils sont nombreux à le faire. Et je sais qu'il y a aussi de plus en plus de professionnels entre guillemets dans le e-cycling aussi, donc
ça se développe pas mal dans la discipline, quoi. Ah, il y a des équipes professionnelles dans le cycling. C'est pas vrai, il n'y a pas d'équipe professionnelle, mais il commence à y avoir pas mal de prize money, d'enjeux, d'argent, on va dire. Et je sais que les meilleurs cyclistes du monde aujourd'hui en vivent très très bien. Je sais qu'il y a une bonne poignée d'athlètes qui vivent de l'e-cycling et ils ont compris le filon, on va dire, parce qu'aujourd'hui c'est le plus fort. Comme le e-sport, le e-sport, t'as des personnes qui vivent très très bien d'un sport qui est gamifié. Je pense qu'il y a des e-cyclistes qui ont des plus gros entre guillemets contrats contrats pas vraiment, mais qui gagnent plus de prize money que certains vrais professionnels qui sont peut-être même en pro team, etc. Quoi. Donc, Intéressant. Un grand merci Romain pour tous tes conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre, les personnes qui nous écoutent, qui veulent creuser ou te poser des questions ou collaborer avec toi pour développer un événement, où est-ce qu'on peut te contacter? Pour tout ce qui est, on va dire, pro, événement, ça, sur LinkedIn, je suis j'essaie d'être actif, donc n'hésitez pas à me suivre avec mon nom, Romain Malbray. Je suis sur les réseaux, sur Insta, pareil, toujours Romain Malbray. Et puis surtout, moi, je m'investis beaucoup dans le club des Hexagones, qui est à Corba, à côté de Lyon, donc n'hésitez pas à suivre le club de Corba. Et si vous suivez, entre guillemets, le club et un peu mes réseaux, vous aujourd'hui a fait sa place dans vous devrez me voir. Ouais. Hexagone a fait sa place, très clairement. Un grand merci à toi. Moi, j'ai été ravi de passer cette heure parce que ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on parle. Ouais. Avec toi, moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Je drive très différemment sur Swift grâce à toi. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était important qu'on fasse un épisode consacré à ça parce que on en parlait, mais on n'avait jamais vraiment consacré un épisode avec un spécialiste. C'est fait et je pense qu'on aura probablement l'occasion d'en faire d'autres ensemble parce qu'en fonction des réactions des invités, on creusera peut-être un sujet plus qu'un autre. Et pourquoi pas faire un épisode en même temps avec Loïc, notre coach justement dédié, qui travaille également avec Nolio, donc vous aurez des points communs. En tout cas, un grand merci à Romain pour ta disponibilité ce matin, puisqu'on a été très matinal ce matin pour enregistrer cet épisode en fonction de nos agendas. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, une belle année également 2025, et puis à très bientôt. Merci à toi de m'avoir invité et très content d'avoir passé cette heure avec toi et d'avoir parlé de ma discipline en tout cas. Merci.